Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place une ou des tâches complexes en classe. Donc, expliquer toute la planification et le processus pour y parvenir. Dans un premier temps, il est absolument primordial de montrer aux élèves à quoi va ressembler le produit fini, à quoi ressemble la tâche que l'on demande de réaliser. Une tâche complexe, en général, est une production, une création, une réalisation, une invention. C'est la raison pour laquelle il faut que les élèves, pour plus de transparence, mais aussi pour plus d'explicitation, que ce soit plus explicite pour les élèves, sachent jusqu'où ils doivent aller pour que ce qu'ils vont faire ressemble au produit fini. Donc, présenter une tâche complexe, c'est leur présenter à quoi cela va ressembler et ce que les élèves doivent faire au minimum dans cette tâche. Ou leur présenter aussi jusqu'où ils peuvent aller pour réaliser une tâche peut-être même encore plus complexe. Par exemple, si vous travaillez sur le forum des métiers et que vous dites aux élèves qu'il va falloir faire une fiche qui permette d'expliquer en quoi consiste le métier qu'ils veulent faire plus tard, eh bien, il s'agira de montrer à quoi doit ressembler le produit fini. Ici, par exemple, on voit que ce qu'on attend pour un élève de CE1 qui va participer à un forum des métiers, c'est de faire un texte qui soit d'un texte d'au moins 5 phrases ou 5 lignes, avec une illustration, comme on peut le voir ici. Là aussi, il faudra essayer de montrer à partir de plusieurs exemples quels sont les critères de cette illustration, de mettre un titre. Ici, on voit bien le titre jardinier qui est ici. Et puis, dans le texte qui est là, on voit qu'il va falloir utiliser, par exemple, du futur. Donc, on voit le cadre, on voit ce qu'il faut faire pour réussir. C'est la seule manière que les élèves pourront avoir pour déterminer si le produit qu'ils ont réalisé, si leur création a de la valeur ou en a moins. C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, c'est la seule manière que les élèves auront pour s'évaluer. Donc voilà, par exemple, une tâche. Voilà une autre tâche que l'on peut montrer aux élèves, c'est-à-dire de réaliser quelque chose comme de la 3D avec des losanges. Donc on voit ici la création des losanges et avec les losanges, de réaliser des cubes, en tout cas une illusion de cube sur une page comme celle-ci. Alors bien sûr, par exemple, ce que vous allez montrer ici va être le niveau le plus haut, c'est-à-dire de faire une quantité de losanges très importante pour ceux qui ont les capacités de pouvoir le faire, mais ce n'est peut-être pas souhaitable du tout. Et auquel cas, on pourra dire, eh bien, vous voyez que parmi tout ce qui a été fait ici, vous demanderez de faire au moins une réalisation qui ressemble à celle qui est ici, c'est-à-dire avec au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de losanges, par exemple. Mais ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être beaucoup plus. Tout dépend évidemment de la classe dans laquelle vous êtes et des niveaux de performance que vous pourrez demander aux élèves. Donc, une troisième situation, c'est celle qui consiste à décrire un objet dans le temps, c'est-à-dire l'objet du passé, l'objet actuel et l'objet tel qu'il pourrait être dans le futur. Bien entendu, en lisant chacun des textes, on va déterminer les compétences à mobiliser dans cette situation et dans chacune des tâches que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Montrer une tâche, montrer à quoi va ressembler la tâche complexe, c'est aussi se permettre d'expliciter les attendus de la tâche. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on la met en place? Qu'est-ce que l'enseignant souhaite que l'élève maîtrise ou montre qu'il sait maîtriser en réalisant la tâche? Quelles sont les compétences qui sont mobilisées? À quoi ça va servir? Donc, quelles sont les finalités de la tâche? Donc, il ne s'agira pas d'agir pour agir, il ne s'agira pas de réaliser une tâche pour réaliser une tâche, mais il y aura des finalités didactiques, pédagogiques, peut-être d'évaluation derrière cette mise en place de cette tâche complexe. Je vous l'ai dit, quand vous montrez une tâche complexe, il est possible de montrer ce qu'on attend au minimum pour obtenir le meilleur résultat, c'est-à-dire que les élèves doivent être au courant de jusqu'où ils doivent produire leurs efforts pour être certains d'avoir atteint les objectifs fixés par l'enseignant et pourquoi pas par l'élève, et puis montrer jusqu'où on peut aller plus loin aussi, c'est-à-dire ne pas forcément se contenter du minimum pour certains élèves qui pourraient très bien faire beaucoup plus, comme on l'a vu par exemple pour le Forum des métiers. Si vous fixez
au moins 5 lignes, eh bien, on peut fixer pour certains enfants la possibilité d'aller jusqu'à 10 lignes et pourquoi pas 15 lignes et montrer à quoi cela ressemblerait. Pour les losanges, eh bien, si on dit qu'il serait intéressant de faire 8-10 losanges, pour certains, on pourrait dire aussi que s'ils en ont la possibilité et s'ils peuvent aller plus loin, eh bien, soit de faire plus de losanges, mais aussi, pourquoi pas, de réaliser les losanges avec d'autres outils, d'autres méthodes qui sont plus complexes. Idem pour les objets dans le temps, il y aura toujours un objet du passé, l'objet actuel et l'objet du futur, mais on pourra déterminer des textes plus ou moins longs, avoir des banques de mots, pourquoi pas, à disposition, et d'avoir d'autres aides particulières pour pouvoir accompagner chacun des enfants en fonction du niveau de chacun. À partir du moment où vous proposez aux élèves de réaliser une tâche complexe, c'est parce que vous souhaitez que les élèves mobilisent en situation des compétences. Donc, pour dire les choses autrement, vous voulez que ce qu'ils sachent soit utilisé en situation, que les savoirs deviennent des savoirs vivants et pas simplement des savoirs scolaires. Donc, lorsque vous présentez le produit fini, ou ce à quoi va ressembler la tâche au final, à l'aide des élèves, enfin les élèves et puis avec votre aide, ça dépend dans quel sens on prend les choses, vous allez identifier, ou les élèves vont identifier les compétences nécessaires à la réalisation de la tâche, mais pas seulement les compétences nécessaires, mais aussi le niveau de performance. Donc, vous voyez, par exemple, pour les losanges que je vous ai montré tout à l'heure, pour réaliser les cubes, la compétence, bien sûr, c'est de savoir réaliser une figure simple au service d'une tâche, d'une figure beaucoup plus complexe. Mais les niveaux de performance, ça pourrait être de réaliser le losange, par exemple, sur papier quadrillé, sur papier pointé, de le fabriquer à l'aide de compas et uniquement d'un compas, simplement avec la règle. Bref, il peut y avoir des niveaux de performance différents pour réaliser cette tâche. Donc, on identifie les compétences. Quand on les a identifiées, on fait le tri entre celles que l'on connaît déjà, et auquel cas la tâche complexe est mise en place pour une finalité particulière qui est celle de réinvestir ce que l'on sait déjà. Et on va identifier aussi, si besoin, si nécessaire, et en fonction des tâches, les compétences qui sont inconnues, parce qu'il peut y avoir des compétences qui le sont. Et dans ces cas-là, la tâche complexe aura une autre finalité, c'est-à-dire une finalité didactique, c'est-à-dire qu'on la met en place pour que les élèves apprennent quelque chose de nouveau, des savoirs nouveaux, et pourquoi pas maîtriser des compétences nouvelles ou des niveaux de performance pour une même compétence nouveaux. Alors, les compétences, eh bien, elles peuvent être organisées sous la forme d'une fiche dite une fiche compétences, où vous mettez les compétences, par exemple, dans cette colonne-là. J'utilise un vocabulaire spécifique, conjugué au présent, j'écris un texte, utilisation d'adjectifs qualificatifs, recherche documentaire. Donc ici, c'est pour une fiche métier non conventionnelle, c'est-à-dire, par exemple, qu'une femme veuille devenir pompier ou plombier, ou à l'inverse, un homme qui veuille devenir infirmier ou mannequin. Enfin, vous voyez, montrer qu'il n'y a pas forcément de limite. Peu importe. L'idée ici, c'est que lorsqu'on a réalisé sa fiche métier, eh bien, que l'on sache quelles sont les compétences principales mobilisées dans cette situation et d'ajouter les niveaux de performance. Parce que j'écris un texte, d'accord, mais j'écris un texte, ce n'est pas la même chose en CP qu'en CM2, qu'en 3e. Auquel cas, il faudra fixer avec les élèves le niveau minimum que l'on attend dans la classe dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, c'est surtout pour que les élèves sachent jusqu'où ils doivent fournir leur effort. Et à partir de là, les élèves pourront se positionner, soit en disant que eh bien, cette compétence-là, on n'y parvient pas pour l'instant, ça peut arriver quelquefois de manière très exceptionnelle. Après, on peut dire qu'on y arrive avec de l'aide, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va fixer des niveaux de performance qui vont être plus bas pour que les élèves puissent tout de même réaliser la tâche, ou bien dire que les élèves y arrivent tout seuls, c'est-à-dire que le niveau de performance, il est obtenu sans aide particulière, et voire même peut être dépassé, et auquel cas on le signifiera dans les cases qui sont ici, qu'il suffit de colorier. L'évaluation du maître, elle consiste à valider l'auto-évaluation des élèves et de dire si on est d'accord avec le positionnement des élèves concernant chacune des compétences. Bien entendu, ces compétences peuvent être largement modulables selon les choix des enfants, selon la manière dont ils vont rendre compte, par exemple, de leur fiche métier non conventionnelle. Peut-être qu'il y aura des idées très particulières qui engageront des compétences qui, elles aussi, sont particulières à la situation choisie par les élèves.
Par exemple, si la fiche métier elle est faite sous forme de carte mentale, ce n'est pas la même chose qu'une fiche métier qui est faite sous forme de texte et simplement sous forme de texte. Et auquel cas, les compétences mobilisées nécessairement seront différentes. Ici, vous avez une autre fiche compétences pour que vous puissiez voir un peu à quoi tout ça peut ressembler, où on demande aux élèves de réaliser l'interview d'un personnage historique. Voilà, donc on présente là aussi un produit fini, on se met peut-être en scène soi-même, on montre peut-être ce que des élèves de l'année d'avant ont pu réaliser, de façon à ce que les élèves puissent se positionner et identifier toutes les compétences nécessaires pour la réalisation de cette interview, comme rédiger un court dialogue par exemple, effectuer celle des recherches dans des ouvrages documentaires, présenter à la classe un travail collectif, etc. Là aussi, vous mettez des niveaux de performance, c'est-à-dire de montrer aux élèves jusqu'où ils doivent aller concernant chacune des compétences pour être validés ou pour montrer que le travail a de la valeur. Là aussi, on se positionne, vous voyez que c'est un petit peu différent par rapport à tout à l'heure, où on dit toujours que l'on réussit, mais de quelle manière on réussit. Avec difficulté, avec aide, ça peut être le cas surtout dans les premières tâches complexes de ce type-là, sans difficulté avec aide, peut-être que lors d'une deuxième tâche complexe qui ressemblera à une interview, pas forcément d'un personnage historique, mais d'un autre personnage, peut-être qu'on réussira mieux, et dans ces cas-là, on dira qu'on réussit sans difficulté avec aide. Après, ce sera avec difficulté tout seul, et puis sans difficulté tout seul, où c'est le niveau optimal d'autonomie concernant chacune des compétences. Alors, pour vous montrer à quoi peut ressembler, par exemple, la réalisation d'une interview d'un personnage historique et en comment est-ce que les élèves peuvent extraire de cette situation les compétences nécessaires pour réussir. Vous avez un exemple ici que je vous montre. Bonjour, je suis Louis XIV. Je suis né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Je deviens roi à l'âge de 5 ans en 1643. Trop jeune pour diriger le pays, il est confié à ma mère, Anne d'Autriche. Elle choisit le cardinal Mazarin, mon parrain, pour m'éduquer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'était pour vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre une tâche complexe en histoire, par exemple, et identifier les compétences nécessaires après avoir écouté cette réalisation. Bien sûr, quand vous allez présenter une tâche complexe, vous allez montrer le produit fini, qu'on va identifier les compétences, on a dit que certaines de ces compétences n'étaient pas nécessairement maîtrisées par les élèves. Auquel cas, il va falloir réaliser ce qu'on appelle des cours décrochés. Ces cours décrochés seront formulés sous forme d'objectifs, des objectifs à atteindre, c'est-à-dire qu'il va bien falloir maîtriser un certain nombre de savoirs nouveaux ou d'habiletés nouvelles pour réaliser la tâche. Ces cours décrochés-là sont au service de la tâche complexe, donc ils ont du sens. Les élèves savent pourquoi vous leur donnez ce cours-là, puisqu'ils savent que ça va être pour réaliser la tâche qu'on vient de leur montrer. En fonction de la tâche complexe, nous pouvons faire le cours décroché, soit avant de se lancer dans la réalisation, parce que les élèves ne pourraient pas commencer sans le cours en question. Par exemple, si vous demandez aux élèves de réaliser l'école de leurs rêves, vous voyez ici que les élèves ont réalisé un plan à l'échelle d'une école de leurs rêves avec des infrastructures très spécifiques, comme par exemple un gymnase, une piscine, un cinéma, etc. Et ils devaient calculer l'aire de chacune de ces infrastructures pour présenter l'école de leurs rêves. Et bien là, on voit qu'avant de commencer, il était nécessaire de faire un cours sur les aires et la manière de calculer l'aire d'un rectangle ou d'un carré, puisque la plupart des infrastructures étaient sous cette forme. Mais il peut arriver aussi que vous ne donniez pas le cours au début de la tâche complexe, mais en cours de réalisation. Pourquoi? Parce que pour certaines tâches complexes, il peut être intéressant de laisser les élèves phosphorer, chercher, échanger et proposer différentes manières de s'emparer de la tâche complexe et de sa réalisation. Auquel cas, le début de la réalisation d'une tâche complexe va s'apparenter à ce qu'on appelle une situation problème. C'est-à-dire que les élèves vont se confronter à des difficultés, ils ne vont pas tous procéder de la même manière, certains processus vont être plus efficaces que d'autres, et auquel cas, eh bien, on va rassembler en cours de réalisation
l'ensemble de ces processus de façon à ce qu'on puisse identifier celles qui sont les meilleures, pouvoir débloquer ceux qu'on va trouver d'astuces pour pouvoir commencer la tâche, comme par exemple dans cette situation où on propose aux élèves des exercices logiques du type 3 enfants, Marie, Pierre et Régis, jouent chacun un instrument de musique, piano, violon et guitare. Ils sont dans des classes différentes, 4e, 5e et 6e année. Et ensuite, on donne des indices. L'élève de 4e année joue du violon, Pierre joue de la guitare, Régis est en 6e année. Et par conséquent, il faut trouver quel personnage joue de quel instrument et se trouve en quelle année. Eh bien là, pourquoi pas ne pas donner d'indication au départ pour que les élèves puissent se débrouiller et trouver des astuces pour trouver qui fait quoi au bout du compte. Et réaliser le cours en cours de situation, puisque vous avez vu, il y en a plusieurs, hein, bien sûr, il y a plusieurs exercices à réaliser, de façon à ce qu'on puisse mutualiser les techniques, les processus, les démarches de chacun des élèves ou de chacun des groupes d'élèves, de façon à pouvoir ensuite organiser un cours, une institutionnalisation sur, par exemple, la maîtrise et la réalisation du tableau, comment est-ce que ça se remplit et comment est-ce qu'on peut, à partir de là, pouvoir trouver les réponses logiquement. Mais vous pouvez aussi réaliser un cours décroché en fin de réalisation. Et oui, parce qu'il y a certaines situations où les élèves peuvent parfaitement réaliser ce qu'on leur demande, sans forcément formaliser les nouveaux savoirs qui sont mobilisés, mais une fois la situation réalisée, eh bien, vous allez, pendant la réalisation, pendant la production, vous allez distiller du vocabulaire, vous allez distiller des processus, vous allez distiller des manières de réaliser la tâche. Et auquel cas, une fois la situation réalisée, eh bien, on peut mutualiser toutes les connaissances acquises dans le processus de réalisation de la tâche complexe. Comme, par exemple, si vous donnez à des élèves un atelier d'illusion d'optique, comme vous pouvez le voir ici, où les élèves peuvent réaliser des figures géométriques qui, en somme, sont des illusions d'optique, eh bien, à la fin de cet atelier, par l'accompagnement que vous aurez réalisé, par les mots de vocabulaire que les élèves ont relus, par les questions qu'ils auront posées, eh bien, ils pourront organiser, institutionnaliser tous les savoirs mobilisés dans cet atelier-là. Et auquel cas, aucun cours particulier n'est nécessaire, mais par contre, une institutionnalisation en fin d'atelier, elle sera possible sans que vous ayez réalisé un seul cours. Lorsqu'on réalise des tâches complexes, il est beaucoup plus aisé de proposer des situations de différenciation. En tout cas, beaucoup plus aisé que si on travaillait en situation simple, c'est-à-dire des situations où on demanderait aux élèves de réaliser des exercices. Ben oui, parce que si vous avez 26 élèves et que vous devez proposer des exercices très différents ou tous différents en fonction de ce que chacun des élèves sait faire, eh bien, vous seriez absolument noyé et on le sait, c'est très compliqué. Or là, on peut donner la même tâche pour tout le monde, comme toutes les situations que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, et demander des niveaux de performance qui sont différents pour la même réalisation, ce qui est beaucoup plus facile à accompagner en situation concrète de classe. Donc, il est possible, si nécessaire, hein, de proposer des moyens différents pour la réalisation d'une tâche. Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur la quantité d'ensoleillement, par exemple, comme vous le voyez ici, pour chaque jour de chaque mois de l'année, travailler sur les solstices, travailler sur les équinoxes, par exemple, que vous voyez représentés par les lignes vertes et les lignes rouges, eh bien, vous pouvez demander aux élèves des niveaux de performance différents, du vocabulaire qui va être utilisé, du temps d'intervention, de la manière dont ils vont prendre leurs notes. Est-ce que ça va être sous prise de notes d'ailleurs? Est-ce que ça va être des textes écrits? Est-ce qu'ils vont le faire en groupe? Bref, vous voyez que pour cette situation où on décrit la quantité d'ensoleillement pour chacun des mois de l'année, eh bien, vous pouvez donner des niveaux de performance très différents et chaque élève pourra réaliser la tâche. Bien sûr, tout ça se traduit par une fiche compétence. Ici, j'organise mes données dans un tableau. J'utilise une méthode pour soustraire les heures, puisqu'il fallait calculer la quantité d'ensoleillement et puis le temps d'ensoleillement, par exemple, pour chacun des jours de chacun des mois de l'année. Je sais travailler en groupe, je sais m'engager dans un travail, je connais équinoxe et solstice, etc. Vous pouvez donner, pour aider à la différenciation, des moyens
qui soit facilite la tâche, soit complexifie la tâche. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la réalisation des losanges, par exemple. Donc ici, si vous demandez, par exemple, à des élèves d'illustrer un chapitre d'un livre, par exemple, sous forme de tangram, comme vous voyez ici, dans ma classe, j'ai lu Pinocchio, et j'ai demandé aux élèves d'illustrer un passage du livre que nous avons lu à l'aide de tangrammes. Donc, par exemple, ici, c'est Pinocchio se fait attraper par un policier. Donc, vous voyez que cet élève a réalisé 2 tangrammes. On voit que ce sont des tangrammes qui ont été réalisés sur papier uni et à des tailles différentes. Donc, on a en plus travaillé sur les agrandissements et les réductions du tangramme. Mais vous pourriez parfaitement, pour cette même situation, demander aux élèves soit de réaliser le tangramme sur papier uni, qui serait beaucoup plus facile pour certains élèves, et certains élèves en auront besoin, soit sur papier quadrillé, soit sur papier pointé, soit sur papier uni. Vous pourriez parfaitement présenter ce programme de construction comme vous l'avez ici, mais vous pourriez aussi présenter un programme de construction comme celui-ci, qui est à l'envers, mes excuses, où on a chacune des étapes de la réalisation de cette figure complexe. Et ce n'est pas la même chose. Donc, certains élèves auront peut-être besoin de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le programme de construction écrit, et puis d'autres auront peut-être besoin de ce programme de construction progressif, pas à pas, et sur papier quadrillé. Donc, on voit que, là encore, on va donner des moyens différents pour réaliser la même tâche complexe. Le but étant de faire en sorte de se situer autant que possible, pour chacun des élèves, dans leur zone proximale de développement. Et quand on réalise des tâches complexes, eh bien, la différenciation est bien plus simple pour ce faire. C'est même peut-être un gage de réussite, d'inclusion des élèves au profil très différent dans une même classe. La différenciation, elle peut aussi se faire sur des parcours. C'est-à-dire que, eh bien, on peut programmer l'année en tâches complexes. Et ça, c'est peut-être après plusieurs années d'entraînement sur la mise en place de tâches complexes en classe. Mais à un moment donné, eh bien, on peut déterminer un parcours de maths, des parcours de français sous forme de tâches complexes, puisque derrière chaque tâche complexe, il y aura des compétences, il y aura des savoirs à maîtriser, dans des situations concrètes et qui ont du sens. Et auquel cas, eh bien, les élèves pourront aller à leur rythme dans la réalisation des tâches les unes après les autres et de pouvoir même peut-être choisir les tâches complexes parce que vous pourriez aussi, dans un même domaine, par exemple, quand vous allez travailler sur je sais pas moi, l'expression écrite, par exemple, eh bien, dans un même domaine, vous pourrez présenter plusieurs types de tâches ou plusieurs types de productions à réaliser et les élèves, parmi toutes celles-ci, pourront choisir celle qui leur convient le mieux. Et là, on est vraiment dans la différenciation des parcours. Je vais vous montrer un exemple de ce qui peut se produire en classe, par exemple, où on voit des élèves qui ont choisi tous individuellement les tâches qu'ils voulaient réaliser. Donc là, on est ceux qui travaillent sur les aires. On a ici des élèves qui travaillent sur la géométrie et en particulier la perspective. Donc ici, on travaille sur les droites parallèles et perpendiculaires. On travaille aussi sur la maîtrise de la réalisation de rectangles ou de carrés. Ici, cet élève travaille sur la réalisation d'un clap de cinéaste, là aussi avec des compétences qui sont très particulières. Là, on voit un élève qui range justement ses progressions et l'ensemble des tâches complexes à réaliser sur l'année. Ici, on voit un élève tout à l'heure qui travaillait sur la symétrie à partir d'une promenade mathématique, c'est-à-dire qu'on a été dans la classe dans l'école pour essayer d'identifier tout ce qui était symétrique et on en a fait un atelier. Ici, vous voyez une élève qui va travailler sur la réalisation de patrons, c'est-à-dire qu'elle doit compléter une pyramide tronquée et puis fabriquer la pyramide restante, enfin le bout restant de la pyramide. Donc ici, on est plutôt dans des situations d'exécution de tâches complexes, de symétrie. Ici, on est dans la fabrication d'un pavé. Ici, la fabrication de cubes et d'un casse-tête. Un casse-tête où après, selon les couleurs, il faut mettre toutes les faces doivent être de couleur rouge, enfin toutes les faces d'un côté rouge, bleu, etc. Voilà, donc vous voyez ici, hein, les élèves ont choisi, ici on a l'affaire à un agrandissement, là, ici, là, tout là-bas de Magritte, un agrandissement d'une œuvre d'art. Certains travaillent ici sur les masses, vous voyez que lui, il a utilisé sa petite balance, et ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que vous avez en tout cas une illustration d'une classe qui travaille sur l'année en tâches complexes et les élèves vont chercher celles qui conviennent le mieux
par rapport à là où ils en sont, évidemment guidés par l'enseignant. Évidemment accompagnés par l'enseignant, puisque la réalisation d'une tâche complexe est un processus, et auquel cas, ce qui va être évalué, ce n'est pas simplement le produit fini, j'allais dire peut-être même presque pas le produit fini, mais surtout tout le processus pour y parvenir. Comment je me suis organisé, est-ce que j'ai travaillé seul, est-ce que j'ai su utiliser mes outils, voilà, est-ce que j'ai su m'organiser, est-ce que j'ai su utiliser les documents de la classe, mon cahier de règles, par exemple, si je travaille en français, sur la conjugaison, etc. Bref, c'est surtout le processus qui va être accompagner, guider, observer et évaluer. On va parler d'évaluation tout à l'heure. Donc, il faut guider, étayer, relancer, encourager, corriger au fur et à mesure. De toute façon, la correction ne se passe pas forcément à la fin. Recadrer si nécessaire, questionner. Voilà comment est-ce que l'on peut progressivement mettre en place des tâches complexes ou une tâche complexe en classe. Comment se passe l'évaluation? Eh bien, l'évaluation, d'abord une tâche complexe, c'est la preuve de la mobilisation ou de la maîtrise de compétences. C'est pour ça qu'on met des tâches complexes en place, en classe. Or, comme on nous demande aujourd'hui d'évaluer des compétences, et pas simplement des savoirs, mais une compétence n'est rien sans le savoir. Un savoir, ou une compétence, c'est un savoir en action, en situation. Eh bien, on va mettre des tâches complexes pour pouvoir évaluer ces compétences. En général, quand on est en cycle 1, on peut évaluer jusqu'à 3 compétences à la fois dans une même situation. On parlera de tâches complexes. Quand on est en cycle 2, on peut aller jusqu'à 5 compétences. Et quand on est en cycle 3, on peut aller jusqu'à 7. On peut aller jusqu'à 5 aussi, mais on peut aller jusqu'à. Donc, les élèves savent s'ils ont réussi le niveau de performance demandé ou s'ils ont réussi avec aide. Donc, ils vont se positionner comme sur les fiches que j'ai pu vous montrer par ailleurs. Donc, seul le niveau de performance sans aide sera la preuve d'une validation possible, puisque évidemment, pour chaque compétence, il est préférable, si possible, d'avoir ou de récolter plusieurs compétences ou plusieurs preuves, de la maîtrise de cette compétence. Comme ici, par exemple, vous avez les compétences pour apprendre à débattre. Eh bien, quand on va débattre en début d'année, bien entendu, les élèves auront plutôt cette case qui sera coloriée, c'est-à-dire avec aide. Est-ce que je sais trouver des arguments? Est-ce que j'organise mes idées? Est-ce que je sais prendre la parole? Peut-être même pas encore. Certains ne pourront même pas prendre la parole. Bon. Eh bien, au fur et à mesure de l'année et en fonction des nombreuses tâches complexes que vous allez mettre en place qui seront de l'ordre du débat, eh bien, progressivement, les élèves pourront colorier la case tout seuls parce qu'ils prendront de plus en plus d'assurance et ces compétences seront de plus en plus maîtrisées dans cette situation et qui consiste à débattre. Bien entendu, le but de notre travail est de multiplier dès que possible et autant que faire se peut les tâches complexes en classe. Les premières sont quelquefois difficiles. Elles ne sont pas simplement complexes, elles sont difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas, en tant qu'enseignant, se décourager, ni décourager les élèves d'ailleurs. C'est-à-dire que si les premières fois, c'est un peu compliqué, eh bien, on persévère, on continue. Donc, il s'agira de faire de ces premières tâches complexes des tâches diagnostiques, c'est-à-dire d'évaluer là où on en est, ce qu'on sait faire, de façon à pouvoir progressivement évaluer les élèves, c'est-à-dire donner de la valeur par rapport à leur production antérieure et montrer que les compétences sont toujours dynamiques, elles sont toujours en progression. Ici, je vous ai montré un tableau d'un enseignant de 6e qui, plutôt que de dire que cette année, on va travailler sur les nombres décimaux, on va travailler sur la symétrie, etc., il dit, voilà les productions finales que vous allez réaliser cette année. Donc, il montre en fait les tâches complexes à réaliser pendant toute l'année. Donc, ça, c'est très intéressant et particulièrement pertinent, je trouve. Et regardez, eh bien, derrière chacune des tâches complexes que vous voyez de couleur ici, il y a les compétences mobilisées. Alors, comme c'est un professeur de mathématiques, il n'y a que des compétences ou quasiment que des compétences mathématiques derrière chacune des tâches complexes programmées sur l'année. Nous, en primaire, il est beaucoup plus facile d'y intégrer aussi d'autres compétences, d'autres disciplines et de travailler plus facilement en interdisciplinarité. Bien entendu, une fois le travail effectué, eh bien, les tâches complexes vont être archivées, c'est-à-dire que l'on va compulser chacune des réalisations, des productions, des inventions des élèves dans chacune des disciplines dans un portfolio numérique ou un cahier de compétences
que sais-je, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de numérique. Et c'est vrai que le numérique est vraiment très intéressant aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus facile d'archiver ce que les élèves font en prenant en photo ou en mettant sous forme de PDF ou de documents. Et je vais vous montrer un exemple, si je peux, où vous voyez ici, par exemple, que l'on est sur une application qui s'appelle Classe Dojo, et tous les élèves qui sont ici, les élèves de ma classe, là, eh bien, déposent, regardez, leur production. Regardez, on retrouve les losanges qui permettent de fabriquer des cubes. On retrouve les agrandissements, réductions des œuvres d'art. Ici, là, ce sont des réductions. C'est très, très bien réalisé. Et puis, des illusions d'optique, travailler sur les aires et les périmètres. Ici, on a une très belle réduction, par exemple, d'un élève. Voilà, on est en fin d'année. Alors, donc, évidemment, ça devient de plus en plus performant, ça devient de plus en plus bien réalisé. Voilà, on a toutes les productions, en fait, hein, dans les portfolios des élèves. Alors là, ce n'est pas le portfolio d'un seul élève. Hein. Là, ce sont la mutualisation de tous les portfolios de tous les élèves de la classe. Donc voilà, donc vous pouvez trouver toutes sortes de documents. Ça peut être aussi des productions d'écrits, ça peut être des exercices particuliers. Voilà, donc tout est possible à mettre. Et l'ensemble de ces tâches réalisées par les élèves, eh bien, seront la preuve progressive de la maîtrise des compétences que l'on doit travailler tout au long de l'année. Voilà, je vous remercie. J'espère que ces quelques indications sont claires pour vous. J'espère aussi que cela vous donnera l'idée de pouvoir vous lancer dans cette forme scolaire différente et qui est extrêmement motivante pour les élèves et très satisfaisante aussi pour les enseignants. Voilà, merci. Au revoir.